fin de vie et soins palliatifs. With Dr. Nou, il est urgentiste et aussi c'est lui qui s'occupe des soins palliatifs sur notre territoire. Oui, oui. C'est ça. Et Nuedos, avec nous, Madame Ketty Karam, secrétaire du Conseil territorial de santé. Bonjour. 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 Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Un sujet. Pour le moment. Un sujet un peu dur à discuter, non, docteur? Oui, je dirais quand même qu'il s'agit d'un sujet délicat. Très délicat. Notamment dans la manière de communiquer du terme au patient, à ses ayants droit et à sa famille. Mais il y a savoir non seulement être que médecin, et un savoir-faire derrière aussi qu'il faudrait mettre en route. Quand tout ça, la communication se passe bien, en général, les choses se passent bien. Ouais. Les soins palliatifs qui sont différents dans le monde, hein. Dans la France, c'est pas la même chose qu'aux États-Unis, qu'en Belgique. Il y a une vision différente sur la fin de vie. Qui est-ce qui le donne? Qui décide? Comment on l'apprend aux patients? Dans le système français, comment ça se passe? Ça reste toujours un grand débat encore en France. Hein. Il y a eu des histoires qui ont un peu défrayé la chronique sur des fins de vie. Il faut savoir qu'en France, la fin de vie est très, très, très régie, bien, on va dire, protocolisée, notamment légiférée. Donc il y a la loi Claeys-Leonetti qui est toujours encore en vigueur, hein, qui, on discutera après, donc qui permet non seulement aux patients, aux médecins, aux médicaux, à son équipe pluridisciplinaire, de respecter dans le cadre de cette loi-là, d'accord. Et justement, on voit que la population de plus en plus est un peu mécontente de cette loi, ne la connaît pas bien déjà, elle est moins appliquée, et souhaite aller un peu vers le plus par rapport à la fin de vie, notamment à la phase terminale de la fin de vie, comme ces pays dont on a cité, où il y a par exemple le suicide assisté. On voit que de plus en plus les Français quand même sont un peu pour quand la vie n'a plus de sens. Donc ça reste toujours un grand débat. C'est pour la raison pour laquelle il y a le débat citoyen, où on demande leur avis, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. On est là-dedans cette semaine. Cette semaine, donc Madame Ketty Karam, donc c'est la raison du débat vendredi, un débat qui se déroulera cet après-midi à 17h à Saint-Barthélemy. Cet après-midi à Saint-Barthélemy et demain toute la journée, c'est-à-dire à 11h, il y aura un point pour les professionnels de santé puisqu'ils sont aussi obligés de soigner leurs malades, donc ils ne pourront pas être là avec nous le soir. Et le soir à 17h, donc toute la population est conviée à cette manifestation qui aura lieu donc à la CCI à Concordia. Alors ce débat aussi s'inscrit, comme l'a dit le docteur Noubou, dans un contexte national, puisque vous savez que cette loi doit être un petit peu modifiée, arrangée avec toutes les évolutions qu'il y a eu, et elle devait déjà être promulguée et examinée en septembre, et le président de la République l'a reportée à décembre. Donc nous sommes en plein dans ces espèces de débats qui sont vraiment très particuliers, puisque chacun a son point de vue là-dessus. On a tous subi, on a tous passé, on a tous quelqu'un qui aurait besoin d'une peut-être évolution plus rapide. Je dis ça parce qu'on a subi chacun dans nos familles, et puis dans les secteurs que nous avons, nous y assistons tous les jours. Et je pense qu'il faut que la population soit au courant. Il y a aussi ce qu'on appelle les directives anticipées. On en entend parler comme ça, mais les gens ne savent pas ce que c'est. Il faut aussi que chacun ait envie de décider de comment ça va se passer et qu'est-ce qui va arriver. Parce qu'on a trop de mal à voir notre famille ou quelqu'un d'étranger souffrir dans un lit en sachant pertinemment qu'il ne se relèvera pas. Et puis on a envie de dire aussi à quoi ça sert. Donc je sais que les médecins, bon, ils ont un serment d'Hippocrate, on ne doit pas tuer, tu ne tueras plus. Si on va aussi au-delà de la religion, parce que là aussi, il y a non seulement un problème d'éthique, mais il y a aussi un problème religieux. Et c'est là, je pense que nous, à Saint-Martin, il faut qu'on soit unis sur ce sujet-là, et qu'on sache un peu, qu'on informe les gens, quelle que soit leur origine, quel que soit leur niveau d'intelligence, pour leur dire qu'est-ce qui est possible de faire. On entend, hein, bon, ça va plus, un tel est parti en Belgique, est parti en Suisse, mais il faut qu'en France aussi, je pense que les gens doivent se réveiller, et à Saint-Martin aussi, on est une population tellement mélangée, avec des règles des deux parties de l'île qui sont différentes. On est à côté des États-Unis, sur le même territoire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Voilà. Donc je pense que c'est aussi l'objectif de cette rencontre de demain, où on aura donc des personnes qui viennent de l'extérieur, notamment de la Guadeloupe, un professeur qui vient de Guadeloupe, que d'ailleurs le docteur Noubou a connu, et aussi qui vient de la métropole, qui est un grand ponte et qui va nous accompagner le maçon. Donc vous allez recueillir des informations pour transmettre. Est-ce que ce débat va changer un peu la loi qui fait la navette Il ne va peut-être pas changer forcément la navette qui se passe actuellement, mais il y aura au moins l'interprétation de la population de Saint-Martin, qu'est-ce qu'ils veulent. Il y a eu déjà un questionnaire qui a été fait en février 2023 sur la population, et les gens de Saint-Martin ont participé. Et on s'aperçoit qu'effectivement, les gens ne savent pas de quoi on parle. Donc ça aussi, le débat de demain, ça sera justement pour essayer d'expliciter tout ça. Il ne faut pas oublier aussi que demain, ça ne sera pas que des débats, il y aura aussi la projection d'un film. Puisque vous savez que ça a été beaucoup discuté, donc il y aura des petites, pour éclaircir un peu, et puis pour animer ces débats-là aussi. Donc c'est aussi l'objectif que nous souhaitons, c'est informer là, au maximum la population. On est en plein là-dedans. Docteur Noubou, la fin de vie, il y a plusieurs étapes. Voilà. Il y a plusieurs étapes. Il y a la fin de vie où le médecin aide à finir, où la personne veut, où il y a aussi où la famille a beaucoup d'espoir que la personne va se relever et qu'il ne faut pas lui dire qu'elle est en phase finale d'un cancer. Ça doit être une situation très difficile pour vous en tant que médecin. Oui, donc c'est une situation très, très difficile, comme vous le dites. Il faut différencier donc 3 étapes quand même dans cette manière de faire. Il y a la phase dite curative, la phase active, où on annonce à un patient et sa famille qui est atteint d'une maladie grave comme un cancer par exemple, et suite à ça donc il y a un traitement qui est mis en place pour reverser la maladie. Donc quelqu'un qui a un cancer du sein, donc on le fait la biopsie. Après la biopsie, on a le résultat de la biopsie de l'anapathe. On lui dit voilà, il faut faire chimio, radiothérapie ou hormonothérapie. Donc il y a un traitement curatif pour enlever la maladie. Pour le cancer du sein, c'est une femme sur 9, une femme sur 10. Donc la majorité, on va dire quand même, dans 80% des cas, ces taux sont bien traités, guéris, donc en rémission. Et après peut ressauter une métastase, une complication secondaire. Et on peut parler de situation palliative. La situation palliative ne veut pas dire qu'on est confronté à on va mourir. Ça veut dire que la maladie, elle va évoluer, on ne peut plus la guérir, on ne va plus l'enlever du corps de la personne. Elle peut durer 1 jour à 2 ans. Où on est en situation palliative. On fait même des chimiothérapies et des traitements, chimiothérapie palliative, où le malade a un traitement pour réduire l'évolution rapide de sa maladie. La personne peut être autonome, comme vous et moi, prendre sa voiture, se balader, tout en sachant qu'elle est quand même une épée Damoclès sur la tête. Et puis il y a la phase toute terminale, on a un soin palliatif terminal, où dans la semaine, dans les 10 jours, dans les 2 jours, dans les 48 heures, dans les 24 heures, la personne est vraiment en fin de vie, c'est la fin de vie terminale, où autour de ça, il va falloir avoir un savoir-faire pour pouvoir accompagner dans notre pays dignement cette personne, notamment avec des médicaments, notamment avec des techniques de sophrologie, de relaxation, accompagner non seulement le patient, l'entourage et la famille pour que les choses se passent bien. Donc là, le médecin ne fait plus rien, il n'y a plus de chimo, non, il fait en sorte qu'il n'y a pas de douleur. Exactement. Donc dans la définition, on ne peut pas dire que le médecin ne fait plus rien. Donc dans une société française qu'on appelle Société française de soins palliatifs, ce sont des soins actifs. C'est là où on fait plus. Moi, je travaille dans une structure ethnie choisie qu'on appelle HAD. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien. C'est ce malade-là nous consommera plus de temps que le malade, par exemple, qui a une infection pour laquelle on doit mettre l'antibiotique, passer 4 fois par jour pour traiter une infection sigmoïdienne ou une infection de plaie. Parce que là, il faut faire le nursing, il faut le masser, il faut l'accompagner, il faut remuscler les trucs, il faut penser à l'alimentation, à la nutrition. Il y a beaucoup de choses. Donc, on est tous ensemble. Donc, on reste une équipe. Donc l'équipe, c'est les médecins, les diététiciens, les kinés, le pharmacien, les aides-soignantes, très important, et toute une équipe autour, qui on dit pluridisciplinaire, autour du patient, pour que la qualité de vie, c'est ça, le confort et la qualité de vie, c'est sur ça qu'on doit jouer, de mourir paisiblement et en paix avec sa famille. On va dire qu'en France, 80% des Français disent qu'ils veulent mourir chez eux, mais à la fin, les familles sont quand même stressées de voir quelqu'un qui commence à ne plus bien respirer, à pas bien être dans le coma. Et donc finalement, il meurt à l'hôpital, c'est un peu dommage, alors que ce n'était pas le souhait de la personne. Donc dans ça, là, quand on a un malade dès le départ, on recueille ce qu'on appelle
c'est-à-dire les directives anticipées. Donc dans le dossier médical, quand un malade, on sait qu'il a une maladie grave, c'est difficile à discuter dès le départ. Quand on est jeune comme ça, ou quand on a une maladie, on dit qu'est-ce que vous souhaitez, par exemple, pour votre fin de vie, est-ce que vous êtes pour que on ait toutes les possibilités de la science, ou quand ça se dégrade, est-ce que vous à la Martinique, en Guadeloupe? J'essaie de tourner la question de telle sorte qu'on n'arrive pas brutalement à dire au malade que vous allez mourir et que qu'est-ce qu'on fait à la fin. Donc il faut savoir avoir une idée générale du patient, de qu'est-ce qu'il pense de sa fin. Il y a d'autres qui disent laissez-moi tranquille. Il y a d'autres qui disent je veux que la science utilise tout ce qu'elle a, ses moyens, jusqu'à la fin. Et donc on note ça dans le dossier. On note c'est aussi ce qu'on appelle la personne de confiance. Donc c'est une personne qui va accompagner le patient ou le malade pendant toute la phase de la durée de la maladie et avec lequel le médecin va communiquer, peut partager le secret médical et lui dire, et la vie de cette personne-là sera importante dans cette loi quand la personne ne pourra plus donner son consentement. C'est cette personne qui a dit, il voulait ça, il voulait que ce soit comme ça, il voulait pas d'intubation, il voulait pas de réanimation, il voulait pas aller à l'hôpital, etc. Et le médecin, ça se pose maintenant au médecin. On doit respecter la volonté du patient. Donc vous êtes vraiment obligé de respecter si le patient dit ne me touchez plus. On doit respecter le patient. Il est le maître à bord dans la fin de vie. Et la loi de l'UNOTI a été créée en 2005 et elle a évolué en 2015 où on doit respecter la volonté du patient. Et s'il vous dit aidez-moi à partir? Ah, si on nous dit aidez-moi à partir, il y a ce qu'on appelle la sédation profonde. La loi a changé un peu en évoluant. C'est un peu hypocrite, on va dire, en France quand même. Ça revient un peu à la mort assistée. C'est-à-dire qu'on a des médicaments tels que la morphine. Pas l'euthanasie. L'euthanasie, c'est-à-dire on injecte une molécule comme ça pour mourir. Alors que là, le but du médecin, c'est d'apaiser le patient pour qu'il parte tranquillement. L'objectif du médecin, c'est pas de tuer le patient, mais c'est de l'apaiser les symptômes du patient, la douleur, la respiration, le confort de vie, pour que tout se passe bien pour lui et pour sa famille à côté. Mais c'est une manière aussi d'accompagner un peu avec nos médicaments. C'est que la finalité quand même de nos médicaments sont que... Quand on arrive à ce stade, par exemple un cancer, où on arrive au stade où le médecin dit la médecine ne peut plus rien faire. Vous l'annoncez carrément. Comment vous l'annoncez? Parce qu'il y a beaucoup de gens, et moi j'ai entendu une émission sur une autre radio il n'y a pas longtemps où il y avait un patient, mais le mari d'une femme qui est morte du cancer du sein, où on lui a annoncé, elle était toute seule dans sa chambre, on lui a annoncé que bon voilà, elle était sur la dernière ligne droite et puis elle n'a pas dormi de la soirée, ça n'a pas, est-ce que ça s'annonce comme ça directement ou donc je vous ai parlé tout à l'heure du savoir-être du médecin. Voilà. L'annonce se fait, donc le médecin, nos oncologues, nos paléontologues sont des spécialistes quand même qui savent annoncer les choses. Donc l'annonce d'une maladie grave ou d'une fin de vie quand même se fait, on a toujours, le médecin doit être présent, et des psychologues qui accompagnent parce qu'après il faut, etc. Et des fois le malade peut ne pas, ça dépend du profil du malade, peut ne pas vouloir entendre. Donc on peut l'annoncer à la famille, à d'autres personnes à côté que c'est grave. On pense que peut-être qu'il va passer la semaine, des choses comme ça, il sera plus apte pour eux. Et là, la manière de dire aussi, et puis de dire qu'on est là, on est présent, on vous accompagne, on fera ce qu'il faut pour ne pas qu'il ait de douleur, pour ne pas qu'il respire mal, pour ne pas qu'il ait un hoquet, pour ne pas qu'il vomisse, pour ne pas qu'il saigne, etc., etc. On peut ne pas l'annoncer au malade. Mais si on doit l'annoncer le malade détenté de son blessure, on doit lui annoncer. La loi dit qu'il faut que le malade s'y réclame à savoir. Mais il y a la manière de lui annoncer. Donc cette manière doit être quand même un petit peu subtile, doit être intelligente, doit être douée d'un savoir-faire linguistique pour que le patient il comprenne un petit peu de quoi on parle, mais sans être brutal, sans être agressif, puisque quand même c'est Dieu qui nous a créés, qui nous a mis sur terre, et c'est lui qui décide la fin. Le médecin peut dire que c'est dans 48 heures et ça dure 2 ans des fois. Des fois, voilà. Souvent, peut-être pas souvent, mais des fois plus. Ça arrive. Mais l'espoir de la famille maintenant, souvent la famille, ils ont espoir. Ils ont espoir que cette personne va rebondir. Alors donc ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut s'asseoir avec la famille, il faut le rencontrer, il ne faut pas se sauver, le médecin ne doit pas se sauver. Le médecin doit être assisté soit de son assistant médical ou de ses infirmières ou de son psychologue, rencontrer la famille, c'est un espace de parole. Dans le bureau du médecin, on convoque la famille ou les membres importants de la famille avec la personne de confiance. On s'assoit, le médecin présente le dossier, il dit voilà, votre papa, il a eu le cancer de prostate, il avait 50 ans, on l'a opéré, il a eu chimio-radiothérapie, il est en rémission pendant 5 ans. Là, on revient à un stade où la tumeur est partout. Il y en a dans le foie, il y en a dans le poumon,
il a mal aux os, il y en a dans les os, il y en a au niveau du cerveau, il fait des crises d'épilepsie, et qu'on a une situation un petit peu difficile, et il est un peu fragile, et qu'on pense qu'il y a peut-être plus de traitement, il sera plus agressif avec une chimiothérapie qu'autre chose, de le laisser tranquille et soulager les symptômes pour qu'il parte. Donc on les rencontre, on discute, on écoute ce qu'ils disent aussi, et on essaie de trouver un chemin d'entente ensemble pour leur dire ce qu'on va faire. Le but n'est pas de leur dire qu'il va mourir, mais de dire ce qu'on va faire pour la qualité de vie, pour cette fin de vie, qui est plus importante. La qualité de la fin de vie. La qualité de la fin de vie, c'est là ça qu'on joue. Voilà. Donc, quand on est à l'hôpital, donc y a-t-il un service, par exemple, où vous passez du service médecine à un service palliatif? Ça, c'est en France, ça existe. Ici, on n'en a pas à Saint-Martin. En France, donc les soins palliatifs, ça dépend où on meurt mal en fonction où on se trouve. Si on est à Saint-Martin, on n'aura pas de service de soins palliatifs. Si ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a des grands centres en France, à Bordeaux, à Lyon, etc., où il y a non seulement il peut y avoir des services de soins palliatifs, mais il y a des équipes mobiles aussi, des gens qui vont accompagner les infirmières sur le terrain, pas faire à leur place, mais leur montrer le savoir-faire, donner leur avis dans les protocoles et pour que ça se passe bien. Mais on n'a pas ça ici chez nous et c'est quelque chose qu'on doit mettre en place quand même, au moins l'équipe mobile des soins palliatifs pour pouvoir être présent auprès des soignants, non seulement en médecine, on met aussi en chirurgie, on met aussi en pédiatrie, auprès de toutes ces gens-là qu'on appelle avec à la tête d'un médecin qui est formé, les équipes sont formées, il faut être formé pour ça, tous les jours on se forme parce qu'il y a des nouvelles molécules, il y a des nouvelles manières de faire, et le traitement n'est pas seulement que médicamenteux, il peut être aussi dans les soins non médicamenteux, de relaxation, de sophrologie, de massage, d'acupuncture, de tout ce que vous voulez. Donc c'est très important de mettre ça, peut-être dans le débat citoyen, au moins une équipe mobile, avec des gens motivés, il y a des bénévoles d'accompagnement, c'est important, ce sont des gens formés, qui sont des bénévoles, qui viennent aussi dans les services, et qui voient les malades en fin de vie et qui communiquent et qui aident sur le plan spirituel, psychologique, à accompagner tous ces gens pour lesquels on doit prendre en charge. Donc c'est comment ça se passe sur le territoire là maintenant Chez nous, ici à Saint-Martin, donc il n'y a pas encore de service mobile. Il n'y a pas de service ni mobile. Il n'y a pas de service mobile. Et il n'y a pas de service médical. On meurt souvent dans nos services MCO, quand on dit médecine, chirurgie, obstétrique. Un peu, les médecins ont quand même cette sensibilité-là. Ils sont de faire d'avoir cette démarche palliative, même s'il n'y a pas le service, on a cette démarche avec ce savoir-faire un petit peu, mais quand même, au milieu de ça, il y a d'autres malades, donc l'infirmier n'est pas seulement là pour s'occuper, parce que ça prend le temps. C'est un malade qui consomme du temps, comme je vous ai dit, plus que le malade qui a la maladie aiguë pour lequel l'infarctus, on va le soigner, on va le donner un médicament, on va ouvrir l'artère et puis on est parti. Mais cela demande plus de temps, il faut être présent non seulement pour le patient, pour communiquer, être présent pour la famille et une présente vraiment empreinte de beaucoup de vitalité. Donc comment ça se passe pour un patient, par exemple, qui est transféré en Guadeloupe, en Martinique, pour sa maladie, et qui se retrouve en fin de vie, il est rapatrié directement sur Saint-Martin ou Très souvent, les familles réclament quand même à venir mourir chez eux. Ça reste un problème un peu politique que vous posez. Les familles réclament en fin de parcours comme ça à venir chez eux parce qu'un corps assis dans un avion ou transporter va coûter moins cher, une évacuation sanitaire va coûter 4 et 6 000 euros pour venir, mais quand on va te mettre dans le cercueil, tu vas payer 12 000 euros. Donc les gens, en plus, il n'y a pas ta famille, tu es peut-être un membre de ta famille qui est en Guadeloupe, ils préfèrent venir ici où il aura les petits-enfants, les enfants, tout le monde autour de lui, dans la chambre, dans le lit, à la maison ou à l'hôpital, souvent à la maison, pour finir sa vie, mais la Sécu a du mal à prendre en charge ce type de transfert. L'hôpital, c'est un coût sur le budget de l'hôpital. Donc, s'il y a un retour dévastant, c'est-à-dire si on amène un patient et qu'on nous annonce ça, on le médicalise, on le ramène chez lui, là c'est oui. Sinon, très souvent, il décède et là, c'est malheureusement loin. Et souvent, on a des familles qui n'ont pas de moyens pour venir ramener les patients à Saint-Martin pour les enterrer. Et il y a un dispositif Sécu qui peut accompagner, mais encore, il faut encore avoir des relations, être en règle, pouvoir aller faire tout ça. Sinon, le corps reste en Guadeloupe, des fois, ils sont incinérés ou faits de don à la science ou abandonnés. Et là, ça arrive encore. Une situation qui devrait être reconnue au niveau national, Madame Ketty Karam. Tout à fait. Si nous sommes là et si nous sommes des militants, donc je pense que il faut déjà essayer d'alléger les souffrances en fin de vie, essayer d'alléger, et puis surtout prendre des dispositions réglementaires pour que les gens ne se sentent pas non plus en dehors de la législation. Donc je pense que ça aussi c'est un point intéressant. Et là, en écoutant le docteur Noubou,
Je crois que là aussi, on aurait un gros travail encore à faire à Saint-Martin. C'est vrai qu'on a évolué depuis plusieurs années, mais un service de soins palliatifs, et puis surtout, tu as parlé, Lazare, de bénévoles qui prennent en charge. Oui. Pourquoi on ne pourrait pas imaginer justement élargir ça? Je suis aussi la présidente de la Croix-Rouge. Pourquoi la Croix-Rouge, on ne pourrait pas envisager quelque chose comme ça? Donc ça aussi, c'est des points à voir, à discuter, et ça aussi l'objet de la manifestation de demain, c'est d'informer le plus grand nombre pour qu'on arrive à une dynamique nouvelle. Bon, Saint-Martin, la Guadeloupe est déjà un petit peu informée, la métropole un peu, mais Saint-Martin, on est en dehors de tout ça, il faut vraiment qu'on avance. Il faut avoir peut-être des bénévoles Tout à fait. d'accompagnement, ça Tout me à paraît fait. une bonne idée. Tout à Il fait. faut avoir une équipe mobile qui peut accompagner les équipes sur le terrain. Et puis il faut, en médecine, où il y a quand même une mortalité qui n'est pas négligeable, Et qui est importante. il faut avoir des lits identifiés. Dans peut-être s'ils ont 16 lits, peut-être 2-3 lits, identifiés soins palliatifs avec les moyens. Parce que Ouais. conditions palliatives de dit, il faut du temps, donc il faut des ressources humaines. Ouais. Donc l'ARS doit peut-être favoriser que en service de médecine, il y ait des lits identifiés, un médecin identifié, une équipe identifiée, les moyens. Parce que pour lever quelqu'un, pour le faire asseoir, il faut mourir dignement. Il ne faut pas mourir couché dans un lit, il faut mourir assis et face to face avec toi. Donc, pour pouvoir les lèvres malades et tout ce qu'il faut pour prendre en charge ces patients-là, il faut avoir tout ça dans les lits identifiés et vraiment avoir un service comme ça, protocolisé, où on a tout le savoir-faire de 2-3 lits dans un service de médecine d'ici. Je pense que ce sera une grande avancée. Est-ce que ça existe que le patient est rapatrié chez lui, par exemple, pour mourir et là il a une chambre médicalisée, si on peut l'appeler comme ça? Ouais. Ça, c'est mon travail de tous les jours. Donc, très souvent, le patient, moi, je suis à hospitalisation à domicile, hein, Ok. donc j'ai pratiquement les mêmes moyens que l'hôpital. Donc, très souvent, en fin de vie, comme ça, les patients souhaitent mourir auprès de leur, de la famille, chez eux. ouais. Donc, il y a l'hôpital à Dans leur domicile. chambre. Donc, on a nos infirmières, nos kinés, nos diététiciennes, nos psychologues, nos psychomotriciennes, nos cadres de santé, des médecins, nous tous. La maison est médicalisée comme un service de médecine hospitalier et on fait le maximum. 24 heures sur 24 heures, une infirmière disponible, une aide-soignante, un médecin, nous tous, pour prendre en charge ça. Et très souvent, Et ça se donc passe en ça, situation de donc ça c'est possible. ça se fait tous les jours. Ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. Ça se fait tous les jours. Ça se fait déjà. Ça la se fait choisie, déjà. la Chadé le fait. Déjà Ça- à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Ok, ça se Ça, on fait le déjà. fait. Donc On l'a demandé. On a avancé. ça accompagne un peu Ça, c'est très bien, c'est le le dispositif déficit, d'observation domicile à santé. Ouais. le déficit de l'hôpital, c'est ça? Pas un déficit de l'hôpital, mais c'est un dispositif en plus. Ouais. C'est un dispositif en plus qu'il faut avoir. Une hospitalisation à domicile, c'est important. Pas seulement pour la fin de vie, mais pour les autres patients qui n'ont pas besoin de rester à l'hôpital longtemps. Pour avoir un traitement antibiotique 3 semaines, on préfère être chez soi, être perfusé 3 semaines à la maison, que d'être prendre un lit d'hôpital où on peut faire d'autres choses. Pour un patient qui a un pansement, une plaie, qui a une amputation, pour faire un pansement complexe, on va dire. 3 semaines à l'hôpital, c'est mieux d'être chez lui et que les équipes vont faire chez lui, et puis il est dans son environnement. Et puis le patient est mieux respecté qu'elle est chez lui quand même. À l'hôpital, on a l'impression qu'elle est à l'extérieur et qu'on te commande l'aide du repas. Alors quand tu es chez toi, non seulement tu as l'aide des endroits, des gens qui sont de ta famille, mais en plus tu es chez le patron de chez toi. Donc tu peux quand même... Il y a un respect plus des soignants, on va dire, des soignants, que je ne critique pas le fonctionnaire, que le fonctionnaire qui a l'impression d'avoir toute puissance parce que tu es à l'hôpital. Donc c'est bien d'être quand même à domicile, hospitalisé dans certains cas où on a une qualité de vie. Donc les soins palliatifs, c'est donc on verra ça peut-être bientôt sur Saint-Martin et Ça existe déjà, mais il faut bien le protocoliser avec les faut bien. bénévoles, ça me paraît bien. Les lits identifiés en médecine, des équipes mobiles des soins palliatifs, la formation qui va avec. Alors, voilà, c'est Je ce pense que qu'il faut je disais. vraiment ça, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. Ouais, On peut pas- Qui est on peut pas prévu nous d'ailleurs la ignorer. semaine prochaine. Donc c'est une avenue pour nos jeunes. Une formation qui doit être faite spécialisée avec les infirmières déjà implantées ou, Oui. ou c'est un cursus qui peut Les être... bénévoles, c'est tout le monde. C'est toi, ça peut être le journaliste qui est un bénévole sur palliatif, qui dédie de son temps, qui est formé et qui va au pied du patient pour cet accompagnement parce qu'il est formé, mais encore mieux que le soignant pour tout ça. Oui, l'association de tout ça, comme une association d'Alzheimer, des familles d'Alzheimer, des associations de maladies rares, une association de... Ça, c'est très bien. C'est bien quelque chose de très bien qu'il faut mettre en place à Saint-Martin. Il manque beaucoup d'associations, de beaucoup de maladies qui n'existent pas sur le territoire et que vraiment, il manque des bras, des gens porteurs de projets, des gens motivés, des moyens qu'on les donne dans l'eau aussi pour tout ça, pour qu'on évolue. Ouais. Donc, vous pouvez nous rappeler un peu la date de ce débat? Alors ça se passera demain, vendredi 13, à la Chambre de commerce, à la CCISM, à Concordia. Donc à 11h, il y a un premier point
avec les professionnels, pour les professionnels de santé, et le soir à 17h, donc tout public. Nous espérons que tout le monde viendra, tous ceux qui peuvent viendront écouter ces professionnels et puis surtout aussi faire part de ce qu'ils veulent qu'on leur dise, puisque c'est sûr que ce n'est pas évident pour tout le monde de parler de fin de vie, de soins palliatifs, de directives anticipées. Je pense que ça sera aussi l'occasion de débattre de tous ces points-là avec des professionnels. Donc je dois dire aussi que c'est fortement soutenu par l'ARS, l'Agence régionale de santé, et par le CTS, donc le Conseil territorial de santé des îles du Nord. Ouais. La loi qui est en vigueur, qui doit être promulguée, quelle sera la différence entre ce qui existe et cette loi-là? Pas encore. Pour l'instant, il y a ce qu'on appelle la loi Claes Leonetti, qui était faite en 2005, qui a été évoluée en 2015-2016. Et là, il y a eu un rapport SICA, c'est le président François Hollande, qui avait ramené un professeur qui était un professeur de palliatologue, qui a donc sillonné toute la France pour recueillir l'avis des Français, pour dire qu'est-ce que vous pensez de la fin de vie, puisqu'on a eu des histoires catastrophiques un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'enfer Lambert et tout ça, dans la SSR pour lequel il y a eu l'euthanasie et les médecins qui ont été condamnés, des choses comme ça, et que vraiment la vie était insupportable de vivre dans des conditions pareilles. Et donc on a vu, après cette loi SICA, il dit quand même que la population française veut se prononcer et quand même pour quelque chose d'assisté quand même. Et là, il y a encore une nouvelle... débat citoyen ou encore demandé, il y a même l'ORSAC de Guadeloupe donc, qui a fait une étude que j'ai lue avant-hier, on voit que 60% dans laquelle les Saint-Martin ont participé, 100% des Français sont quand même pour, pas pour l'euthanasie, mais pour quand même respecter la volonté du patient et pour respecter la volonté. Mieux accompagner le patient à respecter la volonté du patient et pas des patients de légumes qui sont nourris par des sondes de stomie. J'en ai quelques-unes chez moi. J'ai 3 ans où la vie n'a plus de sens, où on a 97 ans, on a une sonde parce qu'on te nourrit dans ton cœur et ton poumon il marche, et tu es dans le coma pratiquement, dans un lit. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que les familles peuvent supporter ça? Est-ce que les patients sont d'accord avec ça? Donc tout ça, c'est quand même, ça reste des problèmes éthiques importants sur lesquels on doit discuter. C'est aussi lourd pour la famille oui, c'est dur pour une famille psychologiquement, et tous les jours d'être présent. Les gens qui ne travaillent pratiquement pas et qui sont là 24/24, qui ont abandonné toute la vie et qui sont là parce qu'on nourrit la personne, donc elle sera là. Elle a un champ palliatif. Elle ne se relèvera pas, la vie n'a plus de sens, elle est couchée dans un lit, mais elle est là, elle peut rester 2 ans. Et pendant 2 ans, l'autre à côté, en face, il n'a plus de vie. Donc moi, par expérience, moi par exemple, moi j'ai connu où la personne a été mise à domicile, et quand cette personne arrête de manger, vous faites quoi vous? Très bien. Donc ça c'est le problème principal. Il ferme bien la bouche. Si elle ferme la bouche, c'est qu'elle n'a plus envie. C'est qu'il faut respecter sa volonté de ne plus manger. Très souvent, on l'accompagne. L'hydratation, c'est important. Il ne faut pas mourir dans la souffrance. Donc, hydratation. Une petite hydratation, perfusion sous-cutanée, c'est ce qu'on fait. Hein. On ne va pas le brutaliser avec les veines ou l'alimentation IV, tout ça qui va abuser. On met une hydratation sous-cutanée, on laisse tranquille. On met des petits calmants pour adoucir le patient pour les douleurs, bien sûr. Et puis, la famille est présente à côté et tranquillement. Dans la semaine, si on n'a pas mangé, normalement, en général, après 10 jours, on va partir tranquillement. On n'a pas bu. Le patient qui ferme la bouche et qui veut rien, c'est qu'il veut partir quand même. Donc, il faut respecter ça. Il ne faut pas trop s'acharner à aller le mettre à l'hôpital pour lui mettre une stomie, lui mettre ce qu'on appelle une pipeline avec l'alimentation dans les veines, qui ne servira à rien, de notre point de vue. Nice. Good. Donc, on rappelle, ou un dernier Vendredi, 11h pour les professionnels de santé. Donc, eux, ils discuteront professionnels. Pareil, il y aura un petit film qui servira de débat. Et 17h après pour le grand public, on va dire. Donc, on attend vraiment tout le monde, parce que c'est vraiment un sujet intéressant. Tout le monde est touché par ça. Et il faut qu'on sache y répondre, même si on est sur un petit territoire. Comme l'a dit le docteur Nougou, on n'a pas tout, mais on va essayer de faire en sorte que les départs se fassent de mieux en mieux. Et puis, alléger les souffrances, c'est surtout ça qu'il faut rechercher. Docteur Nougou? Donc, un dernier mot, je dirais quand même que une civilisation, une population, une collectivité n'a de grandeur que pour le respect qu'elle a pour ses aînés, déjà, et pour ces personnes en fin de vie. Si nos politiques, nos ARS, nos institutions ne prennent pas en charge la qualité de vie de ces gens-là, qu'on a un établissement de personnes âgées tout pourri, qui n'est pas adapté. On a cette fin de vie pour lequel il n'y a aucun dispositif hospitalier, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de lit dédié. Ça veut dire que quand même, on n'est pas bon. Je suis un peu brutal comme ça. Mais quand même, c'est l'affaire de tous et ça arrive à tout le monde, à nos familles aussi. Et donc, on doit faire tout quand même. Que nous, si on a un aîné, quand il pleut à Bétanio, mais c'est la catastrophe.
Il n'y a pas d'endroit où mettre nos personnes âgées. La bâche, elle fuit, il n'y a plus d'électricité, les papilles ont des pieds dans l'eau, l'établissement n'est pas adapté. Si ça, c'est le minimum qu'on n'a pas fait depuis 20 ans, c'est quand même pas bien pour nous. On doit quand même, ils doivent être dans de bonnes conditions. Et tout ce qui est en fin de vie, tout ça, on doit aussi mettre les moyens, quel que soit l'endroit où ils sont, pour quand même améliorer ce dispositif. On doit s'investir un peu plus. On doit s'investir. On doit s'investir un peu plus. Merci d'être beaucoup, venu. Merci surtout à vous, à Radio Saint-Martin et à toi, Jean-Marc. Merci. Beaucoup. If you missed this program, you can view it. It's on our Facebook page as much as you wish. Donc, vous pouvez le replay sur notre